Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. L'on s'achemine vers un nouveau report de l'élection à la présidence de la FECAFOOT. Le tribunal arbitral du sport, en donnant raison ce jour à la chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais, confirme ainsi l'annulation des résolutions issues de l'Assemblée générale du 23 août 2014. Par conséquent, tout est à recommencer. Quelle sera l'attitude du comité de normalisation face à cette décision du TAS? Quelques éléments de réponse dans ce journal. Et ensuite, opération épervier, le conseil d'Abba Abba crie à l'acharnement. L'ancien ministre des Finances était une fois de plus devant le juge au tribunal criminel spécial où il lui a reproché un détournement d'un peu plus d'1 milliard et 800 millions de francs CFA. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition d'information par des nouvelles en sport. En se posant cette question, s'achemine-t-on vers un nouveau report de l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football? Eh bien, la question est sur toutes les lèvres après la décision du tribunal arbitral de sport qui vient donc de donner raison à la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais qui annulait ainsi toutes les résolutions issues de l'Assemblée générale du 23 août 2014. Eh bien, le comité de normalisation vient de saisir la FIFA pour la conduite à tenir. Les précisions avec Marcel Nganson. La question taraudait déjà les esprits au sujet de la tenue ou non de l'élection du président de la FECAFOOT le 25 février prochain. Le tribunal arbitral du sport vient de relancer le débat en donnant raison à la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui le 30 octobre 2014 a procédé à l'annulation des résolutions prises au cours de l'Assemblée générale du 23 août 2014. Laquelle Assemblée générale avait validé et adopté les statuts ainsi que le code électoral de la FECAFOOT. On se souvient qu'à cette occasion, c'est l'Assemblée générale de 2013 qui avait été convoquée. Ce que contestait la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui estimait que c'est l'Assemblée générale de 2009 qui était compétente pour baliser le chemin du processus électoral à la FECAFOOT. Nous en prenons note, je note bien, nous en prenons note. Je réunirai le comité de normalisation pour en discuter. 2 voix s'offrent à nous, une première, de continuer, parce qu'on peut également contester les décisions du TAS devant le tribunal fédéral suisse. Une autre voie s'offre à nous, c'est de prendre note de la décision du TAS. Prendre note de la décision du TAS et en tirer les conséquences. Essomba Eyenga et d'autres acteurs du football avaient saisi le tribunal arbitral du sport qui a donc tranché ce 19 février en donnant raison à la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Si l'on s'en tient à cette décision du TAS, le processus électoral tel qu'il a été mené jusqu'ici doit purement et simplement être annulé. Auquel cas, l'Assemblée générale de 2009 serait alors convoquée pour retoucher les textes de la FECAFOOT avant que le processus électoral ne soit engagé à la base pour s'achever par le sommet. Le comité de normalisation, tout en prenant acte de cette décision du TAS, pense que la cause n'est pas totalement entendue. Le comité de normalisation a été mis en place par la FIFA. Nous saisirons la FIFA, nous nous concerterons avec eux et je pense que c'est comme ça que cela doit se faire. C'est que ce serait l'Assemblée de 2009 qui serait compétente. Nous nous en remettrons au jugement de la FIFA après concertation avec la FIFA pour savoir quelle assemblée et quel organe pourra convoquer cette assemblée-là. Eh bien, en rendant sa décision ce jour, le tribunal arbitral du sport vient mettre un terme à une bataille juridique qui n'avait que trop duré entre la Fédération camerounaise de football et certains acteurs de football tels que Abdourahmane Amadou. Il est le président de l'étoile filante de Garoua. Retour sur cette guerre juridique au long couteau avec Carlos Minoué et Ike Cyril.
Au commencement était l'Assemblée générale du 23 août 2014, celle qui avait adopté les nouveaux textes de la Fédération camerounaise de football. Non content de cette démarche, Abdourahmane Amadou, sous sa casquette de président de Étoile filante de Garoua, saisit la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Cette dernière, dans une décision rendue le 30 août, c'est-à-dire une semaine plus tard, annule les résolutions prises au cours de l'Assemblée générale du 23 août 2014 au motif que les membres qui avaient siégé n'avaient pas qualité. Commença alors une longue bataille juridique entre la FECAFOOT et le président de Étoile filante de Garoua. Après avoir longtemps refusé de se plier à la décision du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football décide enfin d'interjecter appel auprès du tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. En attendant que la plus haute juridiction sportive mondiale se prononce, le comité de normalisation de la FECAFOOT continue de mener ses actions. Les assemblées générales électives se tiennent, parfois dans une ambiance surchauffée, au sein des ligues régionales de football. Au niveau national, un seul candidat est retenu pour la course à la présidence de la FECAFOOT. La date du scrutin est fixée au 29 novembre 2014. La veille, c'est-à-dire le 28 novembre, une délégation de membres du gouvernement, dépêchée au siège de la FIFA à Zurich, obtient le report de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT au 28 février 2015 au plus tard. Ce même 28 novembre, une autre sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun invalide les élections tenues au sein des ligues régionales. Mais la décision la plus attendue était celle du tribunal arbitral du sport. Elle est rendue alors même que le comité de normalisation venait de trouver un adversaire à Tombi Aroko Sidiki pour une élection qu'il comptait organiser le 25 février 2015. Parlons de toute une autre bataille juridique cette fois-ci, mais elle se mène du côté du tribunal criminel spécial à Yaoundé, où Iya Mohamed et Charles Motouk étaient devant la barre. Pour l'ancien directeur général de la Sodecoton, l'heure était à l'audition des cabinets d'audit, tandis que du côté de l'ancien directeur général de la Sonara, l'on demandait plutôt l'arrêt des poursuites. Plus de précisions avec Yannick Bazoua et Élisée Mbokba. Les différents experts ayant audité à la Sodecoton se sont succédés à la barre du tribunal criminel spécial. Assis devant les juges de la collégialité, Iya Mohamed a écouté tour à tour et avec une attention particulière les témoignages des Simingono Paul, dont le cabinet a effectué une mission d'audit à la Sodecoton au courant de l'année 2013, et des Dissac Delon-Georges, dont la mission était basée sur le contrôle de l'association sportive Coton Sport en vue d'établir une relation certaine avec l'entreprise. Du premier témoignage, dont l'objectif était de vérifier l'écoulement de la production de la Sodecoton en rapport avec le chiffre d'affaires produit, il ressort que les sommes manquantes sont de 6 milliards 94 millions de francs CFA au lieu de 8 milliards 564 francs CFA initialement constatés par la première mission conduite par le contrôle supérieur de l'État. Quant au deuxième témoignage, il ressort que Coton Sport et son complexe sportif, au moment des faits, étaient une propriété exclusive d'Iya Mohamed. La suite de la procédure a été renvoyée au 5 mars prochain pour le début des plaidoiries. En rappel, Iya Mohamed et ses co-accusés sont poursuivis devant le tribunal criminel spécial pour détournement de deniers publics à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Incarcéré à la prison centrale de Kondangui, mais non coupable. Quant à l'affaire Charles Motouk, son conseil appelle à la fin de la procédure après restitution du corps du délit. L'ex-directeur général de la Sonara est poursuivi pour détournement de 406 millions de francs CFA représentant le non-versement de l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités payées à la société Winkin. L'affaire a été renvoyée au 11 mars 2015 pour examen des observations et exceptions soulevées par la défense et aussi pour recevoir les observations du ministère public.
Eh bien, restons dans les couloirs du tribunal criminel spécial de Yaoundé, où était une fois de plus entendu pour la 4e fois l'ancien ministre de l'économie et des finances, Polycarpe Ababa. Ce dernier est poursuivi pour un détournement d'un peu plus d'1 milliard 811 millions de francs CFA. Son conseil crie à l'acharnement. Pour les précisions, retrouvons Marcelin Gassop. Les couloirs du tribunal criminel spécial ne sont plus une découverte pour Polycarpe Ababa. Ce mercredi 18 février, l'ancien ministre de l'économie et des finances y était pour la énième fois. Il est poursuivi pour le détournement de la somme de 1 milliard 811 millions de francs CFA. Cet argent représente les retenues de taxes sur la valeur ajoutée et de taxes sur le chiffre d'affaires. Les faits remontent entre 1998 et 2005, à l'époque où Polycarpe Ababa était directeur général des impôts. Après la lecture de l'acte d'accusation, il n'est pas passé par 4 chemins pour plaider non coupable, pendant que ses avocats criaient à l'acharnement. Nous allons continuer à nous battre. Maître Mon, un membre de son conseil, estime que les faits pour lesquels il est poursuivi relèvent d'une erreur de la banque qui, au lieu de positionner les fonds relevant de la TVA sur le compte de la direction des impôts, les avait plutôt mis sur le compte de Polycarpe Ababa. Une erreur que ce dernier avait vite fait de corriger. L'avocat ajoute que son client n'a jamais utilisé cet argent et que les intérêts y afférents ont d'ailleurs été reversés au trésor public. En dehors de la lecture de l'acte d'accusation, l'audience du 18 février était consacrée au choix de la plaidoirie et à la présentation des listes de témoins. Ce que les avocats de la défense ont fait, séance tenante, au contraire de l'accusation, avant que cette nouvelle affaire ne soit renvoyée en mars prochain. En rappel, c'est la 4e fois que Polycarpe Ababa fait face à la justice. Accusé de tentative d'évasion, il avait déjà écopé au tribunal de première instance de Kounou de 6 ans d'emprisonnement ferme. Dans la deuxième affaire, il a été élargi en décembre 2014 pour fait non établi, pendant que Maître Lydienne Eyoum, principal accusé, écopait de 25 ans de prison. Et puis, en janvier dernier, il était condamné à 25 ans de prison ferme pour des faits de détournement au crédit foncier. La 4e affaire vient à peine de commencer et suscite déjà le courroux de son conseil. Eh bien, nous marquons une fois de plus un arrêt sur le discours du président de la République à la jeunesse camerounaise. C'était le 10 février dernier. Et dans ce discours, se rappelle-t-on, Paul Biya appelait les jeunes à s'orienter vers les formations techniques professionnalisantes, plus à même, selon lui, de leur offrir des emplois. Et nous nous sommes intéressés sur comment est-ce qu'on dispense les cours dans un établissement public secondaire technique. Nos reporters Dallas Tana et Guy Zogo se sont rendus à cet effet au lycée polyvalent de Bonabéry pour apprécier le plateau technique. Suivez plutôt. C'était le 10 février dernier. Dans son discours à la jeunesse, Paul Biya exhortait les jeunes à s'orienter vers les formations techniques professionnalisantes, à l'instar de la mécanique et de la plomberie et autres chaudronneries. Sur le terrain, les offres dans ces formations existent, à l'instar du lycée polyvalent de Bonabéry à Douala, où les jeunes ont le choix entre l'économie sociale et familiale, la topographie, l'électrotechnique, l'électricité, la fabrication mécanique ou encore l'industrie de l'habillement. Et les résultats sur le marché de l'emploi sont loin d'être mauvais. Après leur passage ici, d'aucuns se sont installés à leur propre compte. Il y a beaucoup de cabinets qui emploient les photographes. Beaucoup. Non seulement ça, il y a l'INSEC qui leur ouvre des portes. Et à l'école des travaux qui les reçoit pour le supérieur. Il y a des universités. Il y a beaucoup de cabinets. Que ce soit en bâtiment, que ce soit en route, on a besoin de photographes. Du début comme à la fin du chapitre. C'est un bon enseignant. Oui. Parce qu'il travaille dans l'installation. D'autres, j'ai dit que longtemps aidé.
La plupart sortaient du STU, donc directement pour l'UQAM, ou travaillaient à l'UQAM, ou bien travaillaient à la centrale de production, dans un projet d'énergie électrique. Pour autant, les problèmes sont encore nombreux pour espérer offrir une formation plus efficiente aux jeunes, selon le vœu de Paul Biya. Pour les difficultés, certainement nous en avons, parce que la matière d'œuvre, c'est vraiment une grosse difficulté nous avons. On n'a pas assez de matière d'œuvre pour multiplier les expériences de les élèves. Pour les difficultés, il y en a. Premièrement, il y a la disponibilité de postes de travail. Il y en a pas assez. Parce que c'est l'industrie de la demande, bien sûr. Mais on n'a pas assez de machines industrielles pour vraiment appliquer l'industrie qu'on demande en tant que telle. La solution, c'est dans l'investissement, soutien d'aucuns, qu'il faut aller la chercher pour garantir cette formation de qualité pour les jeunes. Nous devons désormais comprendre que nous avons le devoir de mettre beaucoup de moyens dans la formation. Parce que dans le cadre de la mondialisation, lorsque le Cameroun sera émergent en 2035, il faut que cette émergence se fasse par les Camerounais et pour les Camerounais, et non pas que les autres, parce qu'ils ont eu une très bonne formation, viennent plutôt nous asservir. Le chemin est donc encore long pour que l'adéquation formation-emploi chez les jeunes soit un long fleuve tranquille au Cameroun. Toujours dans le milieu éducatif, des tables bancs pour l'école publique d'Odja, c'est à Yaoundé. Une assistance de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e qui emboîte ainsi le pas au pouvoir public en offrant de meilleures conditions d'études aux élèves. Reportage. C'est un spectacle pas du tout plaisant que celui de ces élèves recevant des cours, assis à même le sol. Une image captée en début de rentrée scolaire dans une école publique de la capitale. Une image parmi tant d'autres qui montre dans quelles conditions les cours sont dispensés dans certains de nos établissements scolaires. Les élèves de l'école publique d'Odja ne sont pas mieux lotis. Ici comme ailleurs, le problème des infrastructures d'accueil se pose également avec une certaine acuité, ce qui a amené la mairie locale à remettre des tables bancs afin d'améliorer l'encadrement des élèves. L'engagement qui était d'améliorer substantiellement les conditions de vie des populations, y compris celles des élèves. Vous êtes sans ignorer que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Pour ce faire, elle doit bénéficier d'une attention particulière de la part des élus locaux que nous sommes. Ces tables bancs arrivent donc au bon moment et l'on comprend la joie des élèves et de leurs encadreurs au moment de recevoir cette assistance de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Nous sommes vraiment émus et nous voyons que avec ce geste, on sait que notre gouvernement ne nous oublie pas. Je pense même si nous sommes dans des petites difficultés, ils seront en mesure de résoudre tous ces petits problèmes. À partir de ce geste, nous avons confiance que tout va aller pour le mieux. Mais comme qui dit merci, demande encore, la direction de cette école a sollicité le soutien de la mairie pour remettre en état de service ce forage qui n'existe plus que de nom. Un clin d'œil dans la cour de l'école permet également de constater qu'à divers endroits, le toit de certaines salles de classe présente des marques sérieuses d'une détérioration imminente si rien n'est fait. On ne le dira jamais assez. La qualité des enseignements et des résultats qui vont avec est tributaire du cadre et du confort dans lesquels les cours sont dispensés. Malheureusement, l'image que présentent les salles de classe de certains de nos établissements scolaires laisse complètement à désirer. La hausse des prix des boissons hygiéniques impose de nouvelles attitudes aux consommateurs des écarts dans le département d'Union Ekele, région du centre. De ce côté-là, les consommateurs ont tourné le dos au débit de boissons et se sont jetés vers le vin de palme blanc, le vin blanc communément appelé le matango. C'est dans ce reportage de Viviane Kamoa et Jean-Paul Yango.
Ce sont ces breuvages, communément appelés vin de palme ou encore matango, qui font désormais courir les habitants des États. Pour s'en procurer, il faut débourser 200 francs pour avoir 1 litre de matango. Toute chose de nature à recruter les consommateurs qui y trouvent un intérêt certain. Ici, ça nous rappelle d'abord notre culture, notre tradition. C'est un vin qui rassemble les gens. Vous voyez par exemple une bouteille comme celle-ci ne peut pas être consommée par une seule personne. Nous sommes obligés de partager. Selon des usagers, la ruée vers les Tchapalo a été stimulée par la hausse du prix des boissons alcoolisées le 12 février dernier. Qui connaît les inflations depuis aujourd'hui? On parle d'une bière, la minimum, la plus petite au niveau des prix maintenant c'est 600 francs. Mais imaginez, avec 600 francs nous avons au moins 3 litres de vin qu'on ne pas consommer ici. Il faut dire, dans les analyses du village, on dit que le matango qui est nourrissant, ça n'a pas de produits chimiques dedans. Donc là sont les cas que ça donne une maladie que nous ne maîtrisons pas. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce sont les producteurs de matango qui tirent désormais leur épingle du jeu. La frais journalier, parfois je vais à 6 000 francs, parfois je vais à 7 000, parfois quand les gens sont en tête, c'est dire que le vin de palme a encore de beaux jours devant lui, ici au carrefour Matango des États. Restons dans le département du Nyong-Ekele où le budget du compte administratif pour les exercices 2015 de la commune d'arrondissement de Mosondo vient d'être voté à hauteur de 600 739 000 francs CFA. C'était au cours d'un conseil municipal que présidait le préfet Aboubakar Yawa. L'autorité préfectorale a d'ailleurs présidé les travaux. Il a profité pour inviter les 25 conseillers que compte cette commune à terre la querelle intestine et à travailler main dans la main afin de promouvoir le développement de la localité de Mosondo. Les travaux ont également permis de constater l'arrêt des travaux, des différents travaux engagés dans cette municipalité. On compte entre autres la construction de l'hôtel de ville, mais également d'un espace marchand. À l'étranger, à présent, l'Égypte s'est lancée dans une campagne militaire contre le groupe de l'État islamiste en Libye. Le pays appelle en outre la coalition internationale à mener des attaques contre les extrémistes dans la région. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV. Depuis l'éviction de Muammar Kadhafi en 2011, le chaos a régné en Libye avec différentes forces tentant de s'emparer du pouvoir dans ce pays riche en or noir. Au milieu d'un vide sécuritaire et d'une armée détruite, la Libye est devenue le refuge des forces extrémistes islamistes. L'Égypte a mené des efforts diplomatiques pour tenter de ramener la paix dans le pays ravagé par la guerre. L'idée principale d'une non-intervention est bien sûr de favoriser un dialogue complet. Toutes les parties libyennes posent une simple condition, qui est le renoncement à la violence, car si vous ne renoncez pas à la violence, alors tout dialogue restera vide. Et évidemment, il y a d'autres aspects comme la lutte contre le terrorisme, et vous ne pouvez pas gérer la situation ici sans avoir traité le principal problème. Un cessez-le-feu temporaire a été convenu, mais après que les islamistes ont perdu les élections parlementaires en 2014, leurs milices ont violé le cessez-le-feu et envahi la capitale. Ils se sont emparés de l'aéroport et de la ville dans sa totalité. La montée de l'État islamique et ses assassinats de masse, dont 21 Égyptiens cette semaine, ont engendré une action militaire saluée par les Égyptiens. Nous soutenons les dirigeants égyptiens. Nous sommes musulmans et chrétiens de toutes les confessions de la société. Chacun doit se rappeler que l'Égypte ne sacrifie en rien la dignité de son peuple. Des organisations internationales telles que les Nations Unies et la Ligue arabe envisagent déjà d'adopter des résolutions pour attaquer l'État islamique plutôt que de poursuivre par la voie diplomatique. La Ligue arabe soutient l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme et adoptera des résolutions pour plus de frappes basées sur la charte de la Ligue arabe. Des manifestations quotidiennes appellent le gouvernement à poursuivre ces frappes aériennes sur les militants pour débarrasser la région du terrorisme. Des efforts de paix seront désormais inutiles. Le danger est partout autour de nous en Égypte et dans le monde arabe. Nous devons combattre le terrorisme qui menace le processus électoral. Voilà, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite dans quelques poussières de secondes et nous allons revenir sur cette décision du TAS qui accompagne ainsi la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais. C'est dans quelques instants.
Voilà, pour en parler, nous recevons l'analyste des questions de sport, Luc Periwandi. Bonsoir. Oui, bonsoir Étienne Pascal et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir sur Equinox Télévision. Voilà, l'information... Bon, analyse de sport, analyse de foot, je préfère. Vous préférez le sport? Oui, c'est plus exact. Ok, d'accord. Voilà, l'information majeure, c'est donc en football, c'est d'ailleurs votre présence sur ce plateau, cette décision du tribunal arbitral du sport qui donne titus, au moins se reconnaît donc valide la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Avant d'en arriver à cette décision et peut-être de donner votre point de vue, est-ce que on s'attendait à ce qu'il y ait, on en arrive là aujourd'hui par rapport à cette élection de la FECAFOOT prévue le 25 février prochain? Non, mais je pense que ça fait un moment déjà qu'on attendait la décision du TAS dans cette affaire. Cette décision aurait pu être favorable à un camp, puisque c'est peut-être en ces termes qu'il convient désormais de parler du football camerounais. Cette décision, disais-je, aurait pu être favorable à un camp comme à un autre. Donc ces décisions étaient attendues. Maintenant, celle qui est tombée aujourd'hui, est-ce qu'elle était prévisible? Ça dépend de là où on se tenait pour regarder tout cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en a qui attendaient cette décision qui appelaient cette décision défavorable, notamment au camp, à la normalisation d'abord, d'une certaine façon, et puis au camp qui était parti pour être favori à l'élection du 25 février prochain. Il y en a donc qui appelaient cette décision de tous leurs voeux et qui aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans tout ça, qui aujourd'hui jubile. Vous voyez ça? Avec quel est le camp qui jubile? Non mais c'est incroyable, le camp qui jubile c'est précisément, disons les mots comme ils sont, n'ayons pas peur des mots, c'est quand même qu'il faut savoir qu'il y a une fronde anti-Tombi qui s'est constituée dès le lendemain de la mise en place du comité de normalisation. Alors cette fronde-là, elle va de Joseph-Antoine Bell aux 5 candidats là, qui ont été recalés récemment, jusqu'en passant par le personnage central de cette journée. Il a été fait héros d'ailleurs aujourd'hui, Abdourahmane Amadou. Donc il y a cette fronde, de l'étoile finalement. oui bien sûr, il y a cette fronde qui a été constituée contre M. Tombi Aroko, qui aujourd'hui, avec les partisans qu'ils ont pu drainer derrière eux, et une bonne partie de l'opinion publique, il faut le rappeler, mais ce n'est pas ma responsabilité, moi, qui analyse au-delà du foot, le social camerounais, ce n'est pas ma responsabilité de chatouiller un tout petit peu le peuple dans le sens du poil, parce que malheureusement il y a un populisme ambiant aujourd'hui qui s'est traduit justement par des jubilations de toutes sortes cet après-midi, aussi bien sur la toile que sur les radios et les chaînes de télévision depuis ce soir, des gens qui pensent que précisément, ce qui est une erreur, une hérésie incroyable, que cette suspension, enfin l'annulation du processus électoral par le TAS, puisque visiblement c'est de cela qu'il s'agit aussi, va résoudre les problèmes du football camerounais. C'est une naïveté dans laquelle on a entraîné malheureusement une bonne partie de l'opinion. Avant d'arriver sur la résolution des problèmes, parce qu'il y en a assez de problèmes qui minent quand même le football camerounais, notamment la FECAFOOT. Alors, quel peut être le premier impact de cette décision du TAS? On se rappelle qu'on avait déjà les 2 candidats qui devaient prendre part à l'élection le 25 février prochain.